j'ai rapidement dirigé pendant 10 ans le service de prise en charge des traumatismes psychiques à la préfecture de police de Paris. Avant, je suis passée par l'armée. J'ai fait beaucoup les zones en uniforme avant. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'interviens régulièrement à temps partagé dans les situations de crise difficiles dans les entreprises et dans un service d'urgence psychiatrique qui se trouve dans les Yvelines et qui fait de l'accompagnement de crise pour les individus et qui accompagne les familles. Et finalement, alors ce dont je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de ce que je fais à l'hôpital parce que c'est un autre contexte, mais c'est quand même des choses qui sont proches puisque c'est l'idée que l'individu qui se trouve dans sa famille ou qui se trouve dans le système professionnel a besoin d'être soutenu par les systèmes auxquels il appartient pour pouvoir sortir des situations de crise dans lesquelles il se trouve. Donc je vais vous faire de la psy ce soir, ça ne vous dérange pas trop. Je vais vous raconter une situation pour laquelle on est intervenu il y a quelques temps, une situation d'une jeune femme qui appartient à une très grosse entreprise, une multinationale, qui est une entreprise qui a une véritable politique de prévention des risques psychosociaux, de l'accompagnement du changement, qui est très attentive à ses employés, qui a une charte, c'est pas Air France, hein, je précise, qui a une charte autour de ça et qui est une entreprise qui vraiment a le souci d'accompagner ses employés. Et un jour, un matin, le manager voit débarquer un lundi matin le mari d'une des jeunes femmes du service dans son bureau qui accuse cette entreprise d'avoir essayé de tuer sa femme parce que la veille au soir, cette jeune femme s'était mis un coup de couteau dans le ventre, enfin du moins avait tenté de se mettre un coup de couteau dans le ventre et ça avait créé beaucoup d'émoi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cette jeune femme appartient à un service qui est en pleine restructuration. C'est un service auquel elle appartenait depuis à peu près 3-4 ans, qu'elle avait intégré dans la perspective de devenir cadre un jour, parce que c'était un service qui avait la réputation, même si on ne signait pas noir sur blanc qu'on allait devenir cadre quand on rentrait dans ce service, qui avait la réputation de promouvoir la capacité à devenir cadre, et elle a intégré ce service en le disant à la manager du service, dans l'espoir et dans le désir de devenir cadre, et l'entreprise décide de fermer le service qui n'est plus rentable sur le plan financier, en mettant en place un plan d'accompagnement de la dizaine de salariés du service de façon très, très attentive, très structurée, très poussée. C'est une fermeture qui doit avoir lieu dans les 18 mois, ils ont 18 mois pour se recaser, les salaires sont garantis avec les primes, il n'y a pas de risque de perte, a priori ils ne changent même pas de site, il y a quelque chose qui est très vigilant et qui est très attentif à ce que les personnes ne soient pas trop perturbées. Donc ils ne comprennent pas du tout, quand ils voient arriver le mari, et la violence du geste, et le geste lui-même, parce qu'ils ont le sentiment que si vraiment il y a des gens qui sont attentifs à la conduite du changement, ce sont eux, et en soi, ils ont tout à fait raison. Sauf que cette jeune femme, qui est une jeune femme très discrète, ce qui fait qu'ils ont encore moins compris pourquoi c'était elle qui avait commis ce geste-là, c'est une jeune femme très discrète, qui râle jamais, très dévouée à l'entreprise, qui fait partie de celles qui n'ont jamais posé de problème, très loyale à la manager, assez proche de la manager. Cette jeune femme, en fait, à ce moment-là, est dans une colère très forte et impute totalement son geste à l'entreprise en disant il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de... je me suis dévouée pendant 10 ans à cette entreprise et il n'y a absolument aucune attention à ce que j'ai pu faire, à ce que j'ai pu être. Au moment où j'aurais pu progresser, il n'y a pas de progression possible. Et raconte quelque chose comme ça d'une colère très forte. Et en fait, cette jeune femme a une histoire, alors c'est là où je rentre dans la psy, cette jeune femme a une histoire où, quand elle était petite, elle avait un papa qui travaillait, et un jour son papa a arrêté de travailler, et à partir du moment où il a arrêté de travailler, il a sombré dans l'alcool, la famille a perdu beaucoup de moyens, ils ont eu beaucoup de problèmes financiers, et là où elle avait une histoire rêvée, idyllique avant, pendant que son papa travaillait, c'est devenu quelque chose de très dramatique et très douloureux dans sa vie. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le raconte quand je la rencontre. Donc quelque chose où le travail a une valeur sociale, a une valeur de maintien de la famille, a une valeur de cohésion et a une valeur de sauvegarde des individus. Et donc elle rentre dans cette entreprise avec l'idée que le travail c'est quelque chose de fondamental dans la vie et que si on ne travaille pas, tout s'effondre. Et donc, quand elle arrive dans l'entreprise, elle a une valeur du travail, qui est une valeur qui lui est propre, comme chacun d'entre nous, mais qui est une valeur qui est très forte. Et elle, quand elle était petite, elle a compris que si elle voulait sauver sa famille, si elle voulait sauver, surtout si elle voulait sauver son papa, il fallait d'abord qu'elle soit une bonne élève, il ne fallait pas qu'elle soit quelqu'un qui
soit trop voyant ou qui soit trop visible parce que ça risquait de mal se passer pour elle. Et donc elle a grandi comme ça dans quelque chose de très discret, où elle est devenue une excellente élève à l'école et où elle a réussi plutôt pas mal et où elle a intégré cette entreprise juste à un poste juste avant d'être cadre. Et donc la seule chose qui comptait pour elle, c'est la progression et la reconnaissance autour de la valeur du travail. Sauf que, évidemment, chacun d'entre nous, quand on intègre une entreprise, on n'y va pas en racontant notre histoire et on ne sait même pas forcément ces choses-là d'ailleurs. Ces choses-là se réveillent surtout dans la crise. Quand on rentre dans l'entreprise, on sait qu'on a envie de travailler, qu'on va avoir un poste plutôt sympa, qu'on a une ambiance qui nous plaît, qu'on a des collègues, que ce qu'on nous propose a du sens. Voilà. C'est ça qu'on met en jeu dans l'entreprise. On ne sait pas qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qui se mettent en jeu. Et donc cette jeune femme, quand je la rencontre, je l'ai rencontrée seule dans un premier temps, quand je la rencontre, elle me raconte à quel point elle est en colère, à quel point elle a le sentiment qu'il n'y a pas de reconnaissance, et puis petit à petit, au cours de l'entretien, elle se rend compte, même si, parce que c'est pas miraculeux un entretien psy, ça ne fait pas changer les gens en 3 minutes, mais elle se rend compte qu'il y a peut-être des connexions entre le fait que dans sa famille, jamais personne ne lui a dit merci, alors qu'elle s'est sacrifiée, qu'elle a travaillé très tôt en même temps que ses études pour pouvoir porter financièrement la famille et que jamais personne ne lui a dit merci. Elle se rend compte qu'il y a un lien aussi avec le fait que elle ne peut pas imaginer sa survie propre, tant sur un plan financier que sur un plan psychique, en dehors d'un contexte de travail, et que toute modification d'un contexte de travail l'effondre totalement, mais pas parce que le travail n'est pas garanti en soi, mais parce que ça la renvoie à quelque chose d'assez ancien qui a été certainement très traumatisant pour elle, et elle se rend compte qu'il y a des liens. Elle continue à penser que l'entreprise est maltraitante, et elle continue à penser que c'est l'entreprise qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais elle commence à se rendre compte qu'il y a des liens et que peut-être ce qu'elle vit n'est pas strictement lié à la politique de l'entreprise, mais est aussi lié à des choses qui lui appartiennent. Et puis par ailleurs, j'ai la manager à ce moment-là beaucoup au téléphone et je me rends compte que la manager va très mal et elle me dit « je ne peux plus prendre aucune décision, je suis parasitée, j'ai l'impression que je suis délétère, voire que je suis mortifère, que je vais tuer tous les autres, c'est de ma faute, j'ai participé à la décision de restructuration de cette équipe puisqu'on m'a consultée, c'est de ma faute si elle a voulu se tuer, en gros c'est moi qui lui ai mis le couteau dans les mains, symboliquement parlant, c'est moi qui lui ai mis le couteau dans les mains et c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle en arrive à ce à quoi elle est arrivée. Donc j'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais compte tenu de la manière dont elle allait, je lui ai proposé aussi de la rencontrer. Et quand je l'ai rencontrée, je me rends compte que cette jeune femme, elle a une histoire extrêmement intéressante aussi. Elle a une histoire où... alors c'est une jeune femme qui est très 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 loyale, comme l'autre jeune femme, toutes les deux, elles partagent une très forte loyauté à l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les deux, elles se battraient corps et âme pour soutenir et pour s'occuper de leur entreprise. Et cette manager, elle est aussi très loyale à sa hiérarchie. Et c'est quelqu'un qui a une position, qui est vécu comme ayant une position un peu maternante par rapport à son équipe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye d'aplanir les choses, qui essaye de faire en sorte que les décisions d'entreprise qui sont parfois vécues comme étant un peu trop rugueuses soient temporisées par sa position. C'est-à-dire qu'elle essaye en permanence de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence pour son équipe. Sauf qu'elle vit des choses violentes que les autres ne vivent pas forcément. Et en fait, cette jeune femme, elle a une histoire où elle avait un père, elle, qui ne la reconnaissait que dans l'excellence. C'est-à-dire que si elle n'était pas excellente et extrêmement compétente, elle avait le sentiment, parce que je ne sais pas si c'était une réalité, elle avait le sentiment qu'elle ne pouvait pas être reconnue. Et donc du coup, elle ne s'autorise pas, et en même temps, elle a vécu très douloureusement le fait de ne pas être reconnue en tant que personne par son père. Et donc c'est très important pour elle que les gens soient portés comme des personnes, soient soutenus comme des personnes, d'où ce côté un peu maternant, où elle est très très attentive à ce que vivent les personnes, et dans quelque chose où justement pour ne pas faire vivre aux personnes ce qu'elle a vécu elle ne leur demande pas d'être excellent, mais elle ne s'autorise pas à ne pas être excellente. Et donc ce geste qu'a fait sa collaboratrice la met dans la faillite totale de son rôle de protection de manager. Et ce qu'on voit au travers de ces deux histoires, qui sont deux histoires dans une même situation, c'est combien nos histoires personnelles, dans les situations de crise, je précise, parce que le reste du temps, c'est que ça fonctionne bien, dans les situations de crise, nos histoires personnelles, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, il n'y a pas des personnalités ou des histoires qui, je précise tout de suite, qui prédisposent plus que d'autres, dans les situations de crise, peuvent se retrouver en lien avec l'histoire de l'entreprise.
Et c'est ça qui souvent crée la crise dans l'entreprise. Alors je ne parle pas de crise institutionnelle ou de crise organisationnelle stricte, mais quand on se retrouve avec des situations de personnes qui se retrouvent en grande souffrance psychique, c'est que très souvent, et que ça ne peut pas se résoudre, parce que la plupart du temps ça se résout, quand ça ne peut pas se résoudre, la plupart du temps, c'est qu'il y a une rencontre. Ce qui fait blocage, c'est une rencontre entre quelque chose de notre histoire propre avec l'histoire de l'organisation. Et là, la rencontre, elle s'est faite autour de plusieurs choses. Elle s'est faite autour, pour la manager et pour la jeune femme qui a voulu se suicider, autour de la loyauté par rapport à l'entreprise, qui est une entreprise qui développe la loyauté aussi chez ses collaborateurs en ayant une politique d'attachement de ses collaborateurs. Elle se rencontre autour du sentiment de non-reconnaissance, c'est-à-dire que... Et c'est là où c'est paradoxal, c'est là où l'entreprise et l'organisation qui est très attentive, qui fait tout ce qu'elle peut pour ses collaborateurs, en faisant autant aussi, mais cette jeune femme dans une impossibilité à exprimer sa colère, parce qu'avant même qu'elle ait pu dire que c'était affreux le fait qu'on réorganise le service et qu'on ne lui permette pas de devenir cadre, on lui dit il n'y a pas de problème, votre salaire sera maintenu, il n'y a pas de problème, vous aurez un nouveau poste. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est la garantie que vous serez cadre, mais un jour vous le serez peut-être. Si vous continuez à faire des efforts et si vous continuez à satisfaire et si vous continuez à fournir des efforts. Et on voit bien à ce moment-là comment, finalement, il y a... Je ne suis pas dans les 5 minutes. Vas-y. Non, parce que je ne te regarde pas, en fait. Mais je te le dirai. D'accord. On voit bien comment, finalement, dans cette histoire et dans toutes les histoires, on retrouve quelque chose qui fait pont et qui fait lien entre l'histoire des individus et l'histoire de l'entreprise. Je vais vous donner un autre exemple. Une situation que je n'ai pas faite pour Interstice, mais qui est un exemple qui est très parlant, sur une situation de suicide. Alors là, c'est plus dramatique, mais c'est un jeune polytechnicien dans un site de l'armée qui, en sortant du bureau du DRH, va se jeter sous un train. Et ce qui s'était passé, c'est que 2 ans auparavant, il y avait eu successivement sur ce site 2 suicides à 6 mois d'intervalle. Et il y avait une enquête des personnels et du psy qui était intervenu à l'époque, qui d'ailleurs s'est suicidé par la suite. Voilà, petite histoire. C'est un site dangereux. Et l'enquête a montré que le management était un management pudiquement appelé paternaliste dans l'armée, et un peu à la tête du client en réalité, c'est-à-dire que ceux qui étaient utiles à la production du site avaient des avantages qui n'étaient pas forcément liés à et à ce à quoi ils avaient droit. Et donc, ça fait un scandale, ça fait toute une histoire. Les suicides ont été reliés à ça en disant on n'a pas de preuves directes, mais on imagine que si les gens se sont suicidés, c'est parce qu'il y avait des carences managériales et des carences de direction fortes. Et donc, on a mis pudiquement le directeur du site à la retraite, on a un peu changé l'équipe de direction, et est arrivé un nouveau directeur connu pour ses méthodes transparentes, un jeune directeur qui n'était pas paternaliste, qui était bien carré sur tout ce qui était management. Et une des premières choses qu'il fait, c'est de vérifier que tout le monde a ce à quoi il a le droit et ne bénéficie pas d'avantages indus. Et c'est un site sur lequel il y avait soit des polytechniciens, soit des appelés, c'était il y a un certain nombre d'années, soit des appelés du contingent. Et un des avantages qu'avaient les appelés, c'était de bénéficier d'un logement gratuit, puisqu'ils avaient beaucoup moins de revenus que les polytechniciens. Et l'ancienne direction attribuait ces logements-là aux personnes dont ils avaient besoin. Et ce monsieur qui s'est jeté sous le train était un homme qui avait une spécialité unique en France, enfin quasiment unique, je crois qu'ils étaient 2 à la PCD, pour la fabrication des missiles. C'était un site qui fabriquait des missiles, il était très utile au site. Et donc la direction précédente le poupounait, faisait attention à lui avait donné un logement gratuit, lui donnait plein d'avantages. Ce que la nouvelle direction a remis en question lorsqu'elle est arrivée. Donc quand elle est arrivée, ils lui ont donné 1 an à peu près pour restituer son logement, se trouver un nouveau logement. Et tout de suite, c'est rentré dans quelque chose qui était de l'ordre du rapport de force avec la direction. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire, si vous me demandez de restituer mon logement, je quitte le site. Et si je quitte le site, en gros, vous serez bien embarrassé puisque vous ne pourrez plus produire les missiles. La France entière va s'effondrer. Il a demandé une mutation sur l'autre site qu'il fabriquait, qui se trouvait un peu plus loin, qui lui a fait la même réponse, qui est vous ne bénéficierez pas non plus de logement gratuit puisque la règle est la même. Et donc finalement il a renoncé à sa mutation, et ça a été comme ça
d'escalade en escalade pendant à peu près 6 mois. Et puis, il est allé voir le directeur du site, il lui a dit « Vous maintenez votre réponse ?» Le directeur du site a dit oui, et c'est à ce moment-là qu'il est sorti du bureau et qu'il est allé jeter sous le train. Et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que cet homme est un homme qui ne pouvait se sentir reconnu que dans la mesure où il était différencié. Et tant qu'il y avait une organisation professionnelle qui différenciait les gens, dont la culture différenciait les gens, il se trouvait existant et il se sentait reconnu, et il y avait quelque chose qui le stabilisait, qui lui permettait de fonctionner. À partir du moment où on a changé la règle de fonctionnement et on a plaqué une règle qui a priori est une règle saine et une règle nécessaire, qui est il n'y a pas de différence et la règle est la même pour tout le monde, lui, alors pour les 99% du reste du site, ça a été la règle qui a aidé tout le monde, mais pour lui, ça a été quelque chose d'insupportable parce que il n'était pas suffisamment souple et il n'était pas suffisamment structuré par rapport à ça pour pouvoir supporter de vivre en n'étant pas différencié. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que dans les très grosses situations de crise, mais c'est vrai aussi dans les histoires de conflit et dans les histoires de changement, quelle que soit la tension d'entreprise, à partir du moment où il y a un changement de contexte, ça peut démobiliser, ça peut complètement décompenser certaines personnes. Et les crises se produisent souvent, ou les conflits se produisent, où la souffrance se produit de façon, j'allais dire, explosive, éruptive, quand il y a des modifications de contexte. Et l'entreprise ne comprend pas, puisque l'entreprise, ce qu'elle vit, elle, c'est qu'elle est attentive, qu'il y a une politique RH qui est là, que le management est soutenant, que les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tout d'un coup, ça met des personnes dans des situations aussi paroxystiques. Et c'est là où il y a la nécessité d'aider les gens à faire le lien entre eux. Alors, quand on n'en est que à la crise, au conflit ou au risque suicidaire, parce que sinon après c'est compliqué, mais c'est important d'aider les gens à pouvoir faire le lien entre ce qu'ils vivent et ce qui se passe dans l'entreprise. Et accompagner les personnes, c'est en partie faire ça. Donc l'autre chose que je voulais vous dire et qui est important, c'est que quand nous intervenons en tant que prestataire extérieur, en l'occurrence quand j'interviens en tant que psy, il y a quelque chose qui est fondamental. Ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est que nous ne pouvons pas faire à votre place dans l'entreprise. Parce que si nous commençons à faire pour vous, même si parfois ce serait plus confortable dans certaines situations, par exemple la première situation de la jeune femme que j'ai évoquée, c'est évident que ça aurait été plus confortable si j'avais tout géré pour le management ou pour les RH. Si nous commençons à faire pour vous, nous vous mettons en risque de vous disqualifier. Parce que ce dont les gens ont besoin quand ils vont mal, c'est que quand quelqu'un va mal, une des premières choses qui se flétrit, c'est le sentiment d'appartenance. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, le sentiment d'appartenance, alors qu'il était très fort pour l'un comme pour l'autre avant, le sentiment d'appartenance a été abîmé, a été altéré. Parce que l'entreprise, à un moment donné, dans le changement qu'elle a porté, n'a plus pu faire coïncider ses valeurs avec celles de l'individu. Et donc la personne s'est sentie ne plus appartenir à l'entreprise et ne s'est plus sentie soutenue par l'entreprise. Et souvent, c'est les gens les plus investis dans l'entreprise qui se retrouvent dans cette déception très forte par rapport à l'entreprise. Et les seules personnes qui peuvent être garantes de l'appartenance, ça ne peut être que les personnes qui représentent les directions. Ça ne peut pas être des tiers extérieurs, ça ne peut pas même être forcément les médecins, ça ne peut pas être les gens qui sont dans des positions trop tierces. Ça peut être que les personnes qui représentent les directions. Parce que c'est elles qui représentent symboliquement le cadre auquel les personnes appartiennent. Et donc c'est important que nous puissions être là pour vous soutenir et pour vous aider à porter le cadre auprès des personnes. Et c'est important qu'on ne fasse pas pour vous à ce moment-là, parce que si on se mettait à porter pour vous, nous ferions passer un message comme quoi le cadre n'est plus capable de garantir le sentiment d'appartenance aux personnes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est clair, c'est le problème de la psy, mais comme après 10 ans chez les flics, normalement j'ai acquis la capacité à parler. Mais on ne sait jamais, ce problème avec la psy, c'est que parfois c'est pas clair. Et donc, donc l'importance pour nous, quand on dit que l'importance c'est de ne pas faire à la place, c'est pas simplement une question de posture ou c'est pas simplement un message, c'est que... Alors moi j'ai appris ça dans la police en fait. Les premières fois j'ai fait à la place et je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur parce que d'abord c'était pas mon métier, il y avait des choses que je savais pas faire et que j'avais mal faites. J'ai fait un truc dans l'histoire de la police que personne n'avait jamais osé faire, même pendant la guerre. J'ai arrêté un commissariat entier.
On m'a dit après que personne n'avait jamais offensé personne, même pendant la guerre. Sauf que là, il y avait eu 3 morts, donc tout le monde était prêt à faire ce que j'avais proposé. Y compris ça, qui était complètement stupide et inadéquat. Et si j'avais eu plus de recul, j'étais jeune à l'époque, si j'avais eu plus de recul, je me serais appuyée sur les directions et je leur aurais demandé ce qu'ils pensaient devoir faire. Sauf que là, j'étais sûre de moi et j'étais certaine qu'il ne fallait pas exposer les gens à ce qu'ils avaient vécu. Donc je me suis dit, allez hop, on arrête tout le monde. Ça sera plus simple plutôt que d'aller faire ce qui était complètement stupide. Et alors les gens revenaient pas en uniforme dans le commissariat, parce qu'évidemment ils ne voulaient pas quitter leurs collègues et ils ne voulaient pas quitter le lieu où les choses s'étaient passées. Donc ils étaient là en train d'errer comme des âmes en peine au milieu du commissariat. Au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que c'était une erreur monstrueuse, mais bon, une fois qu'on l'a faite, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est de ses erreurs. Et c'est vrai que c'est dans la police que moi j'ai commencé à me rendre compte que si à certains moments je faisais à la place de certains chefs de service qui ne voulaient pas faire, je devenais la personne qui était référente, la personne qui était sympa, la personne qui avait sauvé, la personne qui avait aidé. Mais du coup, le chef de service, à contrario, était encore plus indifférent, était encore quelqu'un de plus lâche, était encore moins capable de porter. Et donc tout notre travail à nous, et parfois c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de porter aussi, c'est d'aider les organisations à porter et à régler par elles-mêmes les situations difficiles, les situations de crise. Alors c'est difficile parce que, premièrement, c'est pas votre métier, c'est pas le cœur de métier. Dans la situation classique, habituelle, vous savez le faire, et c'est dans 98% des situations, vous savez le régler, mais dans la situation de crise, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est évident que c'est là où on n'a pas envie de porter. La jeune femme, la manager, qui se sentait délétère et qui pensait qu'elle était capable de tuer, parce qu'elle avait à un moment donné pris une position d'autorité, alors que depuis qu'elle était petite, elle savait que les positions d'autorité étaient des positions dangereuses, puisqu'elle l'avait expérimenté par elle-même. À un moment donné, elle avait décidé de prendre une position d'autorité, pas de peau à ce moment-là. Une de ses collaboratrices se rentre un couteau dans le ventre. Cette jeune femme, la seule envie qu'elle aurait eue, c'est d'arrêter de manager, c'est de se cacher dans un bureau, de refiler la situation à quelqu'un d'autre, et d'attendre que la situation se règle. Et si on avait accepté ça, et si on l'avait soutenue là-dedans, elle se serait retrouvée par la suite dans une position extrêmement compliquée. À la fois sur un plan managérial, parce qu'elle aurait plus pu gérer son équipe, mais aussi sur un plan personnel. Et donc, tout le travail qu'il y a à faire pour nous, c'était, alors, accompagner la personne qui va mal, mais je dirais que c'est presque le travail le moins important et le moins nécessaire, même si il reste important, mais c'est surtout accompagner la manager pour qu'elle puisse aller parler à la personne, pour qu'elle puisse la rencontrer, pour qu'elle puisse assumer sa fonction managériale. Et c'est accompagner aussi les structures qui doivent accompagner, qui doivent soutenir la manager. Alors là, on a fait des choses en plusieurs étapes. Donc la première étape, si vous avez bien compris, on a rencontré seule la salariée qui a voulu, j'ai rencontré seule la salariée qui a voulu se suicider. Ensuite, j'ai rencontré la manager. Ça, c'est exceptionnel. D'habitude, je ne le fais pas. Là, c'est parce que j'ai vu qu'elle était vraiment pas bien du tout. Ensuite, j'ai fait une réunion avec la manager et sa propre hiérarchie pour que la hiérarchie puisse soutenir, soit N+3 et soit N+2, puisse soutenir la manager dans sa position managériale. Parce que je me suis dit que si je zappais cette étape-là et que je la mettais direct dans quelque chose où elle allait devoir porter quelque chose d'une position managériale alors qu'elle se sentait illégitime à le faire, ça allait être insupportable pour elle et ça allait être dans quelque chose qui allait être trop douloureux. Donc on a fait cette réunion-là, et c'est là où on fait du sur-mesure, c'est qu'habituellement je ne fais pas tout ça, ça va plus vite, je fais moins de choses. Et donc là j'ai fait cette réunion-là, et ensuite, une fois que j'ai senti que la manager se sentait suffisamment positionnée et portée par sa hiérarchie, j'ai proposé une réunion avec le RH, la jeune femme qui avait tenté de se suicider, la manager et le médecin du travail. Et là, on a pu aborder la situation de cette jeune femme. Mais avant de pouvoir l'aborder, il fallait que je sois certaine que la manager arrive à porter et qu'elle ne me dise pas, bah non, c'est au N+2 ou N+3 d'y aller parce que moi je ne suis pas capable, ou qu'elle ne le laisse pas porter entièrement au RH ou au médecin du travail et que dans la réunion elle ne se positionne pas du tout. Et donc c'était important qu'elle ait la garantie qu'on puisse la soutenir et qu'elle soit soutenue suffisamment, qu'elle se sente soutenue suffisamment pour qu'elle puisse reprendre un peu sa place, peut-être pas totalement, mais un peu sa place. Et donc au cours de la réunion qu'on a faite ensuite avec tout le monde, on a abordé, alors évidemment pas du tout les aspects privés de la vie de cette jeune femme, parce que ça ne concerne pas l'entreprise, et là je vous les raconte, mais je ne les ai jamais racontés ni à la manager, ni à la RH en question. On n'a pas du tout abordé ça. Ce qu'on a abordé, et ce que j'avais préparé avec cette jeune femme avant, je lui avais dit, il me semble qu'il y a
3 thèmes qui sont importants pour vous à faire passer, 4 même, c'est le fait que vous êtes très en colère. Je crois que c'est important que vous parliez de votre colère et que vous expliquiez que vous êtes en colère parce que il vaut mieux la dire plutôt que de la retourner contre vous, puisque la tentative de suicide, c'était quand même quelque chose de cet ordre-là, surtout dans la violence du geste. La seconde chose, c'est qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'important autour de la problématique de la reconnaissance. Et quelque chose où il n'arrivait pas à se comprendre, parce qu'elle disait « vous ne me reconnaissez pas en fermant le service », et le RH répondait à juste titre « ça n'a aucun rapport ». On ferme le service non pas contre vous, mais on ferme le service parce qu'on est obligé de fermer le service et que c'est une politique et c'est une décision qui est prise bien plus haut et qui nous échappe. Donc ça n'a aucun rapport avec vous, c'est pas une décision contre vous. Donc je pense qu'il y avait un truc qui était important à expliquer sur pourquoi elle ne se sentait pas reconnue en lien avec cette décision-là. Donc quelque chose autour de la colère, quelque chose autour de la reconnaissance, quelque chose aussi autour de la valeur du travail pour elle. Et là, j'ai vu la manager et le RH qui étaient tous les deux de jeunes professionnels tomber quasiment de leur chaise quand elle leur a dit, c'est une jeune maman, elle, quand elle leur a dit le travail pour moi c'est plus important que mes enfants. Et qui ne s'attendaient pas du tout à ce qu'elle puisse dire ça, et quand on en a reparlé après, c'est la phrase qui pour eux a été la plus incompréhensible. Parce que ne s'imaginez pas qu'il y a des gens pour qui le travail a une valeur plus réparatrice, plus restauratrice, ou plus porteuse que même la vie familiale, ou la vie de mère, ou la vie de... Et là, ils ont découvert quelque chose, je pense, de l'importance pour elle du travail. Et donc, du coup, quelque chose qui est de l'ordre du changement. Quand on annonce une restructuration et qu'on est dans quelque chose du changement, au moment où on annonce la restructuration, les gens qui annoncent la restructuration ont pensé le changement. Donc, eux, ça fait longtemps qu'ils se sont accoutumés à l'idée du changement. Il n'y a plus d'émotion qui est portée pour eux à ce moment-là. Peut-être que la manager, le jour où on lui a annoncé que son service allait fermer, elle a été super mal, et qu'à ce moment-là, elle a eu une réaction émotionnelle assez forte, sauf qu'elle a eu quelques mois pour s'habituer à ça, pour penser l'accompagnement de la restructuration, et le jour où elle est allée annoncer la restructuration à ses collaborateurs, elle était déjà dans d'autres perspectives. Elle savait déjà où probablement elle allait aller, elle savait ce qu'elle allait faire plus tard. Elle était déjà dans d'autres perspectives. Et donc il y a un niveau émotionnel qui n'est pas du tout le même entre les gens qui reçoivent l'information et ceux qui l'annoncent à ce moment-là. Et il y a cette incompréhension probablement de la charge émotionnelle de l'annonce du changement. Et elle est d'autant plus forte lorsque les gens ont une représentation du travail qui est quelque chose de très très investi, qui est très valorisant sur le plan personnel. Comme la deuxième situation dont je vous ai parlé, où probablement ce jeune homme n'avait de reconnaissance, il n'avait pas de vie propre, il n'avait pas de vie personnelle. La seule reconnaissance, le seul regard qu'il sentait important pour lui, c'est le regard qu'on lui donnait lorsqu'il était au travail, qu'on lui disait « t'es le meilleur, t'es le seul, t'es l'unique, et grâce à toi, tout le monde dépend de toi ». Et le quatrième, ben voilà, ça c'est, je crois que je vous ai dit les 4 points qui étaient 3, je dois y 3, il doit y en avoir un quatrième, il me reviendra. Ah oui, c'était le sentiment de trahison. C'est-à-dire le sentiment qu'elle a eu d'avoir été trahie par des gens en qui elle avait confiance. Et qui était extrêmement compliqué parce qu'il y avait encore 18 mois à faire ensemble. Et pendant ces 18 mois, il fallait que quelque chose de la confiance puisse se restaurer. Et pour ça, il fallait que les gens puissent se parler. Et pour pouvoir se parler, il faut qu'on puisse évoquer des choses. Et c'est là où c'est complexe, la crise. C'est qu'il faut pouvoir évoquer des choses qui sont de l'ordre de l'intime sans parler de qui nous sommes d'un point de vue personnel. C'est toute la difficulté de l'entreprise. C'est 5 minutes. C'est que dans l'entreprise, nous vivons des choses qui sollicitent chez nous des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, quel que soit le poste que nous ayons, il n'y a pas de... Il ne faut pas penser que parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est préservé de ça. Ce serait une erreur de le croire. Peut-être qu'on le montre moins, mais on n'est pas plus préservé de ça que les autres. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, ça m'a perturbée. Eh bien, peut-être que vous avez envie, là, justement, d'en profiter. Attends, juste, je vais faire une phrase de conclusion, quand même. Je sais pas ce que je vais dire, mais je vais quand même faire une phrase de conclusion. Ce qui me semble important à dire, en conclusion, c'est que lorsque quelqu'un va mal, je vous disais que une des premières choses qui était détériorée, c'est le sentiment d'appartenance. Et quand quelqu'un va mal, ce qui, elle, l'a beaucoup aidé, cette jeune femme, c'est pas tellement l'intervention que j'ai faite, même si j'en ai porté une partie,
c'est le fait qu'autour d'elle se sont mobilisées des personnes, et y compris des personnes qu'elle vivait comme étant des personnes contre qui elle était en colère, à qui elle ne voulait plus parler, et qui ont eu le courage, malgré ça, de continuer à porter la situation et d'être autour d'elle, et qui se sont mobilisées durablement. Et ce qui est le plus aidant pour un individu dans une situation de crise dans l'entreprise, c'est le moment où l'entreprise, par le biais des différents acteurs, est capable de se mobiliser collégialement autour d'une personne et de porter la situation. Voilà. Merci. C'est une phrase de conclusion. Merci.